est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actu. Le Premier ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a visité le 4e pont d'Abidjan pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de ce pont. Le chef du gouvernement a exprimé l'engagement du gouvernement à travailler constamment à l'amélioration des conditions de vie des populations. On en parle au début du journal. Collectivité territoriale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé a procédé au lancement officiel de l'opération d'établissement et de délivrance de la carte de service des élus et de la carte professionnelle du personnel des collectivités territoriales. Les premières cartes professionnelles ont été remises aux élus. On en parle également dans cette édition. Conflit israélo-palestinien, Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, est devenue l'épicentre de la guerre. La ville croule sous le poids des bombardements israéliens. 1 million de personnes ont fui la ville depuis le début du mois de mai et le lancement de l'offensive terrestre israélienne. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Fluidité du trafic routier à Abidjan. Si vous habitez la commune de Yopougon, eh bien, quelques minutes vous séparent désormais du carrefour Nongui-Abrogwa et de la commune du Plateau. C'est dû au 4e pont projet cher au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, est allé constater la fin des travaux du pont du côté de la commune d'Adjamé et des locaux des postes de péage. Il se réjouit du travail abattu. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, non loin de la mairie d'Adjamé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est en visite de terrain. Il est venu s'assurer de la bonne fin des travaux du 4e pont, l'étape de la traversée d'Adjamé. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voirie et de pont, sont effectivement terminés. La première phase, je dis, pour un montant de près de 154 milliards de francs CFA. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Adjamé en moins de 7 minutes. Vous avez constaté que nous avons visité Nongui-Abrogwa. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nongui-Abrogwa en moins de 7 minutes. En janvier dernier, une partie de l'ouvrage avait été ouverte à la circulation pour désengorger les voies d'accès à Yopougon. Ce que nous recherchons, sur instruction du président de la République, c'est le bien-être de la population. Imaginez-vous qu'il y a quelque temps, pour aller de Yopougon à Adjamé, c'était plus de 1 heure, 2 heures, quelquefois même 3 heures en cas de difficultés sur les transports. C'est un bonus dont il faut qu'on prenne conscience, parce que finalement la politique c'est ça, apporter le bien-être à la population. C'est ce que le président Alassane fait et c'est ce que nous ferons. En dehors de ces projets routiers, il y aura des projets en matière d'agriculture pour alimenter tous les marchés ivoiriens en produits agricoles. Il y aura des programmes de logement. D'ailleurs, le ministre du Logement et nous, très bientôt, nous allons vous convier à une grande séance. Il y aura des projets en matière de santé, en matière d'école et en matière de tout ce qui peut contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international, notamment les zones industrielles et tout ce qui rend le pays attractif. Aujourd'hui, la fin de cette première étape en ouvre une autre, celle du prolongement de l'autoroute de la mairie d'Adjamé aux sapeurs-pompiers via un pont de 1 km qui devrait porter le bus rapide BRT reliant les communes de Yopougon à celle de Bingerville. Une voie qui doit passer par Adjamé village. Nous allons régler ce problème avec nos parents d'Adjamé de la meilleure façon possible, dans la paix, dans la sérénité, mais surtout en faisant en sorte que tous bénéficient des bienfaits de cette grande infrastructure qui va améliorer le transport urbain à Abidjan. Nous allons le régler dans la paix et dans la fraternité. Le 4e pont doit, à la fin de ses travaux, aboutir sur l'autoroute de Songon et la route de l'Est vers Adzopé via la prison civile.
Et parlons d'infrastructures routières. Elles sont nombreuses, ces populations qui rallient par la route la ville de Daoukro depuis le début de la présentation officielle des condoléances à la famille de feu Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État. Les peuples des différents districts de Côte d'Ivoire, solidaires des populations de Daoukro en ce moment de deuil, venus du centre-ouest, du sud d'Abidjan, des savanes et du Denguélé. Ces populations étaient à Pépressou, village natal de Henri Konan Bédié. Charles Tatou. Deuxième jour de présentation des condoléances aux familles Bédié-Kouazan à Daoukro. Le district Gore-Lodibois, le Sassandra, composé de la Nawa, le Boclé et de San Pedro, puis le Sassandra Maraoué, présent aux obsèques d'Henri Konan Bédié. Pour leur part, de présentation de condoléances et de dons aux familles éplorées. Le président Henri Konan Bédié était un chef. C'était un chef baoulé, un chef akan qu'on accompagne aujourd'hui de sa dernière demeure. Et donc, ces paroliers qui, n'est-ce pas, font la fierté du patrimoine culturel authentique du Bas-Sassandra, du Haut-Sassandra et de la Maraoué, leur prestation aujourd'hui nous a beaucoup plongé dans la coutume de la tradition. Le jour 3 a été consacré à l'accueil des peuples du district autonome d'Abidjan, des districts des Savanes, du Yoruba, du Denguélé et autres délégations. Vous constaterez que les délégations qui arrivent n'ont pas de couleur politique. C'est des populations ivoiriennes qui sont reconnaissantes des actions du président Bédié, de ce qu'il a pu apporter au ce pays depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et que les populations viennent si nombreuses le lui rendre, nous qui sommes ses proches, nous qui sommes ses parents, on n'en est que réconfortés. La danse, instrument annonciateur de nouvelles, bonnes ou mauvaises, a son importance en pareille circonstance. Aujourd'hui, nous avons des rois, des reines-mères à chaque moment qui viennent. Ce sont des tambours qui les accueillent, c'est les marche-pieds. Donc pendant qu'ils viennent, on joue. Et ce sont ces gens de tambours aussi qui annoncent le dessein d'un grand roi. Donc partout on voit le fantôme from et ces gens de tambours et puis les gestuels de tous ces pas que nous sommes en train de voir, c'est pour juste annoncer la tristesse, le deuil en pays akan. Chaque délégation s'est faite accompagner d'une danse de son terroir, traduisant ainsi la douleur insupportable qu'a causé le décès de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Et loin des battements de tambours et des danses du terroir, hors de nos frontières, en Belgique, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, prend part aux assises de la 2e édition du Forum Schuman sur la défense et la sécurité. La Côte d'Ivoire a été choisie parmi 19 pays africains pour participer à cette réunion, une rencontre de réflexion et de propositions de solutions qui œuvrent pour la recherche et la consolidation de la paix dans le monde. Téné Birahima Ouattara a partagé la position de la Côte d'Ivoire sur le sujet à ces rencontres. Walter Amadou Ouattara. Arrivé à Bruxelles, capitale de la Belgique depuis 3 jours, pour prendre part à la 2e édition du Forum Schuman, le ministre d'État, ministre de la Défense, participe aux travaux. Téné Birahima Ouattara multiplie également les échanges. Ce forum est une rencontre qui vise à mener des réflexions à travers des partenariats afin de faire face aux menaces actuelles au plan sécuritaire que connaît le monde. Les réalités sont diverses. Nous avons parlé de l'Ukraine, nous avons parlé de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, nous avons parlé de l'Afrique, des conflits que nous connaissons en Afrique, que ce soit au Soudan ou ailleurs. Et tout ceci trouve la solution dans la concertation. La Côte d'Ivoire a été honorée d'être choisie parmi 19 pays africains pour participer à cette réunion. Cette réunion est d'importance pour la simple raison qu'elle parle de paix dans le monde. C'est dans cette dynamique que le représentant de la Côte d'Ivoire a échangé avec Cohen Doens, directeur général des partenariats internationaux, du financement de la coopération avec les pays tiers. La bonne nouvelle, au titre des années à venir, 2025-2026, une enveloppe de plus de 27 milliards de francs CFA sera mobilisée dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix et la sécurité au profit de la Côte d'Ivoire.
Deuxième titre de ce journal, les élus et les personnels des collectivités territoriales pourront désormais disposer d'une carte professionnelle de service. L'initiative vise à contribuer à une meilleure mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation conformément à la vision du président de la République Alassane Ouattara. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé a procédé au lancement officiel de l'opération d'établissement et de délivrance de cette carte. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Reportage signé Walter Amadou Ouattara. Cette remise des premières cartes professionnelles aux élus se tient au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'opération est la confirmation de la volonté du gouvernement visant l'amélioration des conditions de travail des élus locaux et celles de leurs collaborateurs. Christian Ago, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, affirme que la carte est initiée pour harmoniser l'ensemble des cartes professionnelles au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Arlette Badou, maire de la commune d'Ara, par ailleurs secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Ulvic fait partie des tout premiers bénéficiaires. Cette carte vient appuyer la notoriété et l'honorabilité des maires. C'est une des avancées majeures qui nous réjouit, qui démontre vraiment la bonne foi de l'État de Côte d'Ivoire à accompagner les collectivités dans leur gestion, dans leur développement intégral. Pour Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est un pan du programme en faveur du développement des collectivités territoriales tel que souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Ma gratitude au président de l'AEDCI et de l'UVIC aussi, ainsi qu'aux membres de leurs organisations respectives pour leur constante contribution à une meilleure mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir meilleur pour nos collectivités, en restant fidèles à nos valeurs et en plaçant toujours l'intérêt général au cœur de nos actions, conformément aux instructions réitérées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Une des particularités de cette carte réside dans son arrimage à la carte nationale d'identité CENI. Madame, Monsieur, saison des pluies, réunion du comité interministériel de gestion de crise. Des membres du gouvernement sortent la carte de la prévision. À bientôt le mois de juin et on le sait en Côte d'Ivoire, ce mois rime avec forte pluviométrie, averses et parfois dégâts collatéraux du fait de potentielles inondations. En prévision de toute forme de catastrophe qui pourrait découler des caprices de la météo, 5 membres du gouvernement se sont retrouvés hier, mercredi, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agit d'une réunion du comité interministériel de gestion des crises axé sur la prévention des catastrophes liées aux pluies diluviennes. Objectif 0 perte en vie humaine. Cette année, consigne du Premier ministre. Était présent Miss Belmondo Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Amadou Koné, le ministre des Transports, Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez que les populations sont invitées à quitter les zones identifiées à risque et ou susceptibles de représenter des dangers pour leur vie. Nous y reviendrons assurément donc dans nos prochaines éditions. Prenons à présent la direction d'Interlaken, c'est en Suisse, où la 12e assemblée annuelle du Conseil mondial de la recherche s'est ouverte dans cette ville donc de Suisse. Des assises pour réfléchir sur la durabilité de la recherche. La Côte d'Ivoire est représentée par son ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara. Reportage, Alexis Ouedraogo. Une soixantaine d'organismes de financement réunis à l'initiative du Global Research Council pour plancher sur les défis de la durabilité de la recherche. Cette 12e assemblée annuelle est co-organisée par la Suisse à travers le Fonds national suisse, le FNS, et par la Côte d'Ivoire à travers le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI. Ça fait 50 ans qu'on travaille ensemble entre des scientifiques suisses et des scientifiques ivoiriens. Cette réunion ici en Suisse a comme sujet la durabilité et c'est un problème qu'on partage entre la Côte d'Ivoire et la Suisse et en fait globalement et on espère que pendant cette réunion on va trouver
des initiatives, des solutions pour travailler mieux ensemble, pour confronter ce problème, le climat, la durabilité. Nous, Africains, sommes convaincus que la recherche sur le développement durable peut contribuer à améliorer efficacement les conditions de vie et de travail de nos sociétés, tant au nord global que dans le sud global. La production et la valorisation des savoirs endogènes, de qualité, à travers la recherche et l'innovation, peuvent nous aider à construire ensemble un monde meilleur, prospère et qui préserve l'avenir des générations futures. Dans son exposé, le ministre Adama Diawara relève les défis et les opportunités de la recherche pour le développement en Côte d'Ivoire. Il souligne la nécessité d'une implication forte du secteur privé. Il a d'ailleurs longuement instruit l'auditoire sur les efforts consentis par le gouvernement à travers des mécanismes de financement. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a défini comme objectif principal à notre recherche scientifique le fait de pouvoir répondre de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à notre nation. Alors vous comprenez que la recherche est considérée donc comme le moteur du développement socio-économique du pays. Tous les programmes nationaux de développement, ce que nous on appelle les PND, qui sont des programmes quinquennaux, basés sur la recherche scientifique. La nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation vise justement l'objectif de 1% du produit intérieur brut comme financement de la recherche. Évidemment, ce 1% du PIB, c'est pour les 3 sources de financement, l'État lui-même, le secteur privé et les partenaires au développement. Adama Diawara informe son auditoire, composé d'organismes de financement, des dispositions de la nouvelle loi relative au financement des programmes nationaux de recherche, avant de faire un plaidoyer. Nous avons 10 PNR. Pour le moment, nous n'avons eu qu'à peu près 15 millions d'euros de la part de nos partenaires français pour financer 3 PNR. Il reste 7 autres. Et même sur les 3 qui sont financés, normalement, ça devrait être 12 milliards de francs CFA. On est aux environs un peu moins de 10 milliards avec le financement français. Donc, c'est dire qu'on a encore du chemin à parcourir en termes de financement de nos PNR. Alors, comme on sait que les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, notamment les changements climatiques avec ses impacts, la sécurité alimentaire, la santé publique, l'énergie durable, tout ceci ne peut être relevé que grâce à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Donc vous comprenez pourquoi nous lançons un cri de cœur à l'endroit donc des bailleurs de fonds pour qu'ils puissent nous aider à mener nos projets ou nos programmes de recherche à bon port. Parce que non seulement il y a une question de développement, mais il y a une question d'augmentation, d'amélioration de la qualité de vie de nos populations. La secrétaire d'État à l'éducation, à la recherche et à l'innovation de la Confédération suisse a pris part aux travaux qui devraient s'achever avec l'adoption d'une déclaration de principe, un document stratégique comprenant des recommandations. Et retour en Côte d'Ivoire avec une question dans votre journal. Comment le secteur privé peut tirer avantage de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, un projet en pleine expansion sur le continent? Le secteur privé et la Commission nationale ne veulent pas rester en marge du processus. Il est donc question de sensibiliser les entreprises du secteur privé sur le fonctionnement de cet libre-échange. Reportage. La Côte d'Ivoire continue de se préparer pour entrer sur le marché africain et surtout à capitaliser le potentiel de ce marché. Le comité technique de la Commission nationale de la zone de libre-échange continentale ZLECAf s'est réuni récemment. Entre autres questions au menu, affiner la stratégie pour que le secteur privé ivoirien tire le plus de profit possible de la ZLECAf. Mais ce qui a changé, on va dire, c'est la préparation du secteur privé qui a pris vraiment le devant pour mettre une stratégie en place. Les Ivoiriens vont profiter vraiment de l'amélioration de la compétitivité de leurs propres entreprises au niveau national. Former les entreprises, ce que nous avons déjà commencé à faire. Qu'est-ce que c'est que la ZLECAf? Les bénéfices de la ZLECAf, les outils qui sont mis en œuvre pour opérationnaliser et rendre concret ce mécanisme-là qui va nous permettre de pouvoir affronter le marché africain. Le représentant du ministre du Commerce de révéler les efforts de la Côte d'Ivoire pour saisir les opportunités de la zone de libre-échange continentale avant de souligner le caractère inclusif de la composition de la Commission nationale de la ZLECAf. On a un levier supplémentaire qui nous permet d'être un pays encore plus qui produit plus de croissance, qui donne plus de chances aux jeunes et aux femmes, c'est la ZLECAf.
La ZLECAf devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025, augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars d'ici 2035 selon le FMI et surtout sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Un reportage d'Espérance Kissoki, commenté pour vous par Tanguy Dangui. On parle de sécurité. À présent, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres comme Natal PC, avec l'appui de ses partenaires, a initié une session de renforcement de capacité des agents de la douane et de la police de nos frontières. Cette session porte sur les procédures de transfert d'armes. Ces agents sont donc instruits sur les outils et les moyens mis en œuvre pour lutter contre la prolifération des armes légères et de petits calibres à nos frontières. Godfrey Okambawa. Dans un contexte sécuritaire marqué par de nouvelles formes de menaces, la Côte d'Ivoire renforce son système de procédures de transfert d'armes à nos frontières. Une trentaine d'agents de la police et de la douane renforcent donc leurs capacités sur le traité de commerce des armes TCA et les mesures pour sa mise en œuvre. Tout contenu de marchandises, c'est-à-dire de camions, de conteneurs, doivent être vérifiés au scanner pour voir s'il n'y a pas des armes qui sont dissimulées. Et quand il n'y a pas d'armes dissimulées, que cela se fait de manière formelle, il faut vérifier effectivement la régularité des documents qui les accompagnent et voir si ces documents ont rempli toutes les formalités qui ont été édictées par ce qu'on appelle le traité du commerce sur les armes. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Côte d'Ivoire et Expertise France, une initiative qui permettra de renforcer les actions de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres à nos frontières. La Côte d'Ivoire a ratifié le traité sur le commerce des armes. Il était important de renforcer les capacités de nos forces qui sont aux frontières, notamment les douaniers et les policiers. C'est l'occasion pour nous de rappeler que l'Union européenne, à travers le partenaire qu'est Expertise France, nous assiste et nous soutiennent dans le travail que nous faisons pour la vulgarisation et l'application du traité sur le commerce des armes. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de cet atelier, au nombre desquelles les renseignements et les enquêtes pour prévenir le trafic des armes à nos frontières. Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Une ONG dénommée Griot du Peuple soutient les actions du gouvernement pour éradiquer le phénomène. L'organisation a tenu récemment un panel sur la promotion de la bonne gouvernance. C'était à Treichville, un panel destiné donc aux populations de Treichville, autant que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pris part à ces échanges. Ismaël Evardéo et Jean-Marc Tchadji nous en parlent. Face aux populations de Treichville, l'ONG Griot du Peuple mène sa première édition du panel pour la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'action vise à outiller les habitants de la commune Nzassa sur la prolifération de ces maux qui minent la société. Nous avons atteint vraiment notre objectif. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous voulons faire les 13 communes d'Abidjan. Et après les 13 communes d'Abidjan, nous voulons aller à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait mention des actions menées par l'État de Côte d'Ivoire. C'était important d'informer les populations sur ce que le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire ont mis en place pour pouvoir lutter contre la corruption. Donc prévenir, lutter, recouvrer les fruits de cette corruption-là pour que tous ceux qui ont pris l'argent illicitement en Côte d'Ivoire, on puisse le récupérer et que les politiques publiques que nous sommes en train de mettre en place puissent servir l'intérêt général, donc la population et les usagers au Côte d'Ivoire. Créée en 2018, l'ONG Griot du Peuple s'appuie sur plusieurs axes pour mener à bien sa mission, notamment promouvoir et valoriser la bonne gouvernance, enquêter et dénoncer la corruption. De Treichville, on se rend à Anyama où le conseil municipal de cette commune a tenu sa première réunion de l'année 2024. Une rencontre présidée par le maire de la commune. Objet de cette réunion, identifier les secteurs prioritaires en vue d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Fred Oulaye, Didier Nguessan. Porté à la tête de la mairie d'Anyama en 2023, Fatih Bomba veut donner un nouveau souffle à la commune.
Plusieurs projets d'infrastructures routières et d'adduction en eau potable, entre autres, sont à l'agenda du maire à l'occasion de cette réunion du conseil municipal. Nous sommes à pied d'œuvre pour essayer de régler tous ces problèmes le plus tôt possible. Comme on le dit souvent, la patience est un chemin d'or. Ça veut dire qu'il soit patient. Nous sommes en train de travailler avec des autorités compétentes pour régler tout ce problème d'eau et d'électricité. À ces défis s'ajoutent les questions sécuritaires et l'emploi des jeunes. Fatima Bamba en fait ses priorités pour le bien-être des populations de la cité de la Kola. Pour réussir un programme, il faut que nous soyons ensemble et que nous travaillons ensemble entre filles et filles d'Anyama. Je demanderai toujours et je tends toujours la main aux autres de venir, on va travailler. La première magistrate de la commune met en mission ses collaborateurs pour l'exécution de ces projets de société. Dans le nord du pays, on travaille à la redynamisation de la filière carité et la bonne nouvelle, c'est que de nouveaux emplois devraient d'ailleurs voir le jour dans le secteur. Un vaste programme a été lancé récemment dans la ville de Korogo, une initiative de l'Alliance globale de carité. Le programme est financé par l'Allemagne. Siekwasi et Jean-Marc Djadji nous en parlent. Le projet lancé à Korogo est baptisé Invest for Jobs ou encore Initiative spéciale emploi décent pour une transition juste. Il est mis en œuvre par le ministère fédéral allemand pour la coopération internationale et le développement en abrégé BMZ. Lors du lancement du programme, l'Alliance globale pour le carité et son partenaire la GIZ ont exprimé aux autorités régionales du Poro leur détermination à changer le visage du secteur carité en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, ils ambitionnent de créer de nouvelles coopératives dynamiques dans les régions productrices, le Bunkani, le Gontougo, le Hambol, le Poro, la Bagoué et le Tchologo. Ce qui va susciter la création de nouveaux emplois, notamment dans le domaine de la collecte de la graine et de la transformation locale jusque-là informelle. Les gens qui y travaillent ne perçoivent pas de salaire que nous appelons décent, ne travaillent pas dans des conditions de travail qui sont acceptables et décentes. Et on va essayer de changer cela par la formation des coopératives et des personnes qui y travaillent. En leur faisant accéder à des marchés plus lucratifs qui leur permettraient de générer plus d'argent, elles pourraient ensuite déclarer de façon officielle les employés qui pourraient avoir accès à la CNPS et autres. Et nous espérons que ce projet va grandir avec nous et grandir avec nous. La présidente de l'organisation interprofessionnelle agricole du Carité salue l'engagement des partenaires allemands. Nous transformons le beurre, d'abord pour le commercialiser, c'est encore difficile. Parce qu'on n'a pas des acheteurs. Ça pouvait aider beaucoup les femmes. Et en même temps, les hommes aussi. Parce qu'aujourd'hui, le carité est en train d'être valorisé. En Côte d'Ivoire, le travail du beurre de karité occupe une place prépondérante dans le combat pour l'autonomisation de la femme rurale dans les régions nord et nord-ouest du pays. Nous sommes dans ce processus de reconnaissance de notre institution pour pouvoir nous installer dans les régions de production, pour contrôler toute la production et puis pour établir un prix bon champ assez reconnu, comme cela est fait dans le café cacao. Le projet Initiative spéciale pour la création d'emplois décents pour une transition juste va coûter au gouvernement fédéral allemand environ 800 millions de francs CFA. Les élèves sensibilisés au changement climatique par la fondation Moussoba, la fondation présidée par le docteur Annie Didis Bakoné. C'était au dernier salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Notons que les bonnes pratiques à adopter par les jeunes ont été présentées aux visiteurs grâce à un livre didactique. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. La Fondation Moussoba entretient ses élèves sur l'impact du changement climatique en vue de contribuer à la prise de conscience. De même, les gestes éco-citoyens pour préserver la planète leur sont dispensés à cet atelier didactique autour du livre « J'aime mon pays, je protège la planète ». À l'occasion du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. On a pratiqué une activité qui parlait de l'environnement, les conséquences. C'était vraiment enrichissant, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai trouvé ça bien. J'ai appris qu'il ne faut pas gaspiller l'eau. L'ONG donne aux plus jeunes les outils pour comprendre les enjeux du réchauffement climatique et les réflexes à adopter pour réduire à leur niveau son impact. Les motivations de la Fondation Moussoba, c'est de contribuer au fait de prendre conscience que notre environnement va mal, la Terre va mal et qu'il est nécessaire de mener des actions correctrices,
des actions qui vont dans le sens d'améliorer notre impact sur l'environnement. Et donc, c'est une fondation qui œuvre au quotidien auprès des populations pour les conscientiser, pour les éduquer, pour les informer et surtout pour travailler avec elles à mener des actions correctrices. Créée en 2018, l'ONG Fondation Moussoba œuvre à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable. Et dans l'actualité internationale, à Hong Kong, 14 militants pro-démocratie reconnus coupables de subversion au cours du plus important procès contre des militants en faveur de la démocratie. Donc, depuis que Pékin y a instauré une loi de sécurité nationale, notons que le juge Andrew Chan a énuméré les noms des 14 accusés reconnus coupables de subversion. Et puis, conflit israélo-palestinien, Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, est devenu l'épicentre de la guerre. La ville croule sous le poids des bombardements israéliens. 1 million de personnes ont fui la ville depuis le début du mois de mai, le lancement de l'offensive terrestre israélienne. C'est un désastre humanitaire dans cette région, qualifié d'enfer sur terre par les Nations Unies. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.